Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment router des écrans d'une application web. Mais qu'est-ce qu'on entend par router des écrans? Eh bien, en fait, le routage d'écran, eh bien, c'est tout le système qui est mis en place pour afficher des écrans. Afficher des écrans lorsqu'on clique sur la navbar, lorsqu'il y a un refresh de la page, au chargement de la page, lorsqu'on utilise l'historique, tout, tout le code qu'on va mettre en place et qu'on va utiliser pour faire cet affichage d'écran, c'est ce qu'on appelle le routage. Quelles sont donc les différentes possibilités pour router des écrans? Première possibilité, eh bien, c'est de le faire de manière manuelle, on va dire, en écrivant soi-même des wrappers dans lesquels on va dynamiquement afficher de l'HTML. Vous pouvez imaginer que vous utilisez par exemple le wrapper main pour afficher les différentes pages. Et à chaque fois que vous cliquez sur un lien, dynamiquement, vous venez mettre à jour le contenu du main. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans le cadre de ce cours. Il est possible aussi d'utiliser les Web Component API qui sont offertes par les browsers. Alors, c'est une façon assez nouvelle et moderne de gérer des applications web. Mais c'est une technologie qui est vraiment très vaste et qui nécessiterait un cours complet en fait sur les Web Component API et c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Il est possible aussi d'utiliser un moteur de templating comme Moustache ou Handlebars. Nous pourrions utiliser des librairies légères telles que Lit ou Underscore pour faire rapidement du rendering, mais c'est des librairies qui offrent un point de vue qui leur appartient. Et du coup, ce serait un peu devoir se marier avec une technologie. Et c'est pas vraiment ce qu'on souhaite faire dans le cadre de ce cours. On veut vraiment apprendre à se débrouiller en Vanilla.js et puis plus tard, si nécessaire, utiliser des librairies. On pourrait aussi utiliser des frameworks ou des librairies là un peu plus lourdes, comme React, Vue ou Angular, parce que chacun de ces frameworks en fait met à disposition un système de routeur. Voilà, comme annoncé dans ce cours, dans les premières vidéos, on a décidé de faire du Vanilla.js. Et donc, les frameworks, c'est très utile, mais c'est aussi très utile de savoir bien le JavaScript, bien le connaître. Et donc, on n'utilisera pas de framework pour avoir un routeur associé. Du coup, on va nous-mêmes mettre en place un routeur. Alors, la mise en place du routeur, la création de tout le code pour le routeur, vous ne devez pas vous-même savoir l'écrire, mais vous devez le comprendre. Comprendre les principes du web associé. Du coup, dans un premier temps, on va voir comment est-ce qu'on pourrait créer le site de notre pizzeria. On a suivi son code au travers des différentes vidéos sans routeur, juste pour voir. Oui, on pourrait avoir une navbar sur laquelle on clique sur les liens et afficher les pages, mais sans réel routeur et voir où est-ce que ça nous amène. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va créer les différentes pages et utilitaires pour notre site de pizzeria. On souhaite avoir une fonction utilitaire dans laquelle on va pouvoir donner un titre à nos pages et on souhaiterait aussi pouvoir remettre à zéro nos pages avant d'en afficher une nouvelle et donc d'avoir une fonction qui fait juste un clear d'une page et donc qui met rien en fait, qui s'assure qu'il n'y a rien dans la page. Et donc nous, comme on utilise main pour afficher les pages, ça mettra une chaîne vide en fait
pas d'éléments HTML dans le main. On souhaiterait aussi, du coup, mettre à jour la homepage en appelant ces deux fonctions utilitaires pour le titre. Et on aimerait rajouter une fonction de login et de register, juste pour avoir plusieurs pages pour pouvoir voyager. Et dans un premier temps, on va juste mettre des formulaires, username, password pour le login et le register, mais on va pas s'intéresser à l'interactivité de ces pages. Juste de voir qu'on peut naviguer entre chaque page. Et puis, on va donc créer la navbar pour pouvoir voyager vers ces différentes pages. Mais bien sûr, tout ça sans routeur. On va pas aller dans le détail de l'écriture du code, mais juste voir les parties intéressantes du code. Donc, si je reprends le code de la vidéo précédente, notre application, ici, on va rajouter un répertoire utils dans lequel on va pouvoir mettre nos deux fonctions utilitaires et dans lequel, voilà, je viens de rajouter le module render, dans lequel il y aura la fonction clearPage et renderPageTitle. ClearPage qui met donc le wrapper main avec rien dedans. Et puis renderPageTitle qui vient ici rajouter dans le main un titre de niveau 4. Et la string associée à ce titre, c'est ce qu'on va passer lorsqu'on appellera la fonction renderPageTitle. Ça, pour rappel, c'est une fonction arrow qui reçoit un paramètre, une string pour le titre. On exporte ici les deux fonctions. Et maintenant, on va pouvoir utiliser ça dans nos composants ici. Dans la homepage, on va rajouter l'appel de clearPage et de title. Donc, on va mettre à jour le code existant ici pour faire appel à ces fonctions. Voilà, donc ici, je suis venu faire un clear de la page et puis j'appelle renderPageTitle. Ainsi, si on change de page, à chaque fois, on est sûr qu'on efface la page précédente. Et puis ensuite le titre. Alors, il n'y a pas de titre nécessaire sur la homepage, mais bon, je vais le garder. Ça risque d'être moche, mais juste comme ça, vous voyez l'appel de cette fonction. Et puis maintenant, on va rajouter deux pages, la login page et register page. Voilà, juste rapidement le code de la login page où on crée un formulaire avec deux champs et puis on exporte ensuite ça. Bien sûr, toujours le job, c'est de s'auto-render. Chaque composant fonctionnel s'auto-render dans le wrapper associé. Ici, c'est le main. Et donc, à la toute fin, on fait un append child du formulaire dans le main. Pour register page, c'est le même genre de code. Il n'y a pas de grosse différence. Juste le titre qui va changer à ce stade-ci. Vous voyez qu'on ne gère pas du tout l'interactivité au sein de la page. On veut juste pouvoir naviguer d'une page à une autre. Sauver la home page. Et maintenant, il faut qu'on ajoute un composant pour la navbar. Et il faudra qu'on appelle ce composant aussi dans l'index.js. Alors, la navbar, donc ça va être quelque chose qui va être rajouté dans le header. Si vous vous souvenez, dans le header, on avait mis un container pour accueillir la navbar. Et donc, on va pouvoir, à l'aide du DOM, récupérer une référence vers cet élément dans la navbar. Alors, pour le code, on va zoomer pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on fait au niveau de cette navbar. Alors déjà, la navbar, c'est simplement un composant Bootstrap. On a été sur le site de Bootstrap et on a copié-collé le composant navbar. Navbar qui aura ici différents liens, des nav items. Et pour chaque page, on veut rajouter un lien. On aura la home page, la login page et la register page. Et à chaque fois,
lorsqu'on cliquera sur ces liens, eh bien, on voudra faire en sorte d'afficher la bonne page. Du coup, ça devient la navbar qui est responsable d'afficher les différentes pages. Et donc, il faut faire un render de la navbar et ensuite mettre des écouteurs d'événements sur cette navbar pour détecter sur quel lien on a cliqué et pour afficher, du coup, dans le mail, la bonne page. Voilà l'idée. Donc, c'est ce qu'on va voir, le code ici de comment gérer cette interactivité. Juste pour rappel, hein, ici, ça, c'était bien le wrapper pour la navbar qui se trouve dans le header. Maintenant, une fois que cette navbar a été rendue dans notre browser, eh bien, on peut gérer les clics sur les éléments de la navbar. On va récupérer tous les liens de navigation. Donc, c'est tous les hyperlinks ici, A, et on va mettre des écouteurs de clic. On récupère donc tous ces éléments à l'aide de query selector all parce qu'ici, on a mis un point navlink. Et puis, on va boucler sur chacun de ces éléments de navigation et on va mettre un écouteur d'événements de clic sur chacun de ces événements. On récupère ici l'event object. On a vu ça hein, dans des vidéos précédentes. L'event object va nous permettre de récupérer la cible de l'élément, de l'événement, pardon. Et du coup, ça veut dire que lorsqu'on clique sur un des éléments, e.target, c'est l'élément, la cible du clic. Et donc, le inner HTML, ça va être ce qu'on a mis ici à l'intérieur, le register, login ou home. Ça, c'est le inner HTML de ce hyperlink. Et donc, on récupère ici dynamiquement la valeur de l'élément associé au clic. Home, si c'est home, on appelle la home page. Et donc, la home page va faire quoi? Un clear de la home page et puis afficher la home page. Si c'est le login sur l'élément sur lequel on a cliqué, on va appeler la login page. Effacer toute autre page qui aurait été affichée et s'afficher elle-même, vu que login page, son job, tout composant fonctionnel, c'est de se auto-render. Et register page, si on appelle register page. Alors, vous voyez déjà ici, il y a quand même quelque chose d'un peu cheap. C'est que si là, on commence à vouloir gérer des clics dans plusieurs langues et qu'on doit à chaque fois utiliser comme clé pour savoir ce sur quoi on a cliqué, finalement, ce texte-là qui pourrait changer, ça devient impossible. Et donc, il va falloir trouver un moyen pour plus tard hein, d'améliorer cette gestion de l'affichage des pages suite à un clic sur la navbar pour essayer de cacher de l'info dans l'HTML et pas devoir utiliser ce qu'on affiche dans la page HTML pour savoir quelle page on doit appeler. Ça, on verra juste après. Là, il nous reste à mettre à jour index.js parce qu'actuellement, on n'appelle pas la navbar. Et donc, c'est important d'appeler sa navbar. On doit d'abord appeler le header, très important parce que c'est lui qui définit de manière dynamique le wrapper pour la navbar. Et donc, si on appelait la navbar auparavant, ben, il n'y aurait pas de wrapper et donc la navbar pourrait pas se auto-render. Ça marcherait pas. Voilà. Par défaut, on affiche la home page et puis après, on va laisser la gestion des clics pour afficher la bonne page. On va démarrer tout ça. Voilà, démarrer. Et on a bien notre application avec ici notre menu qui est offert donc par Bootstrap. Hein.
avec le home, login, register, les trois nav items, les trois éléments de notre barre de navigation. Quand on clique sur login, il y a la petite musique, je vais couper le son. On affiche bien la page de login, la page de register, et là, on a bien le home. Vous voyez que les ajouts des titres sont bien fonctionnels via notre fonction utilitaire. Et les liens entre les pages fonctionnent très bien. Ok, tout ça, ça a l'air nickel. On a une application fonctionnelle qui fait plus ou moins tout ce qu'on attend d'elle. Pourquoi vouloir donc rajouter un routeur là-dedans? Eh bien, voilà, première chose, regardez, si je suis là, je fais un refresh. Ah, je suis plus sur ma page de login, je suis revenu. Même si je register, refresh, je suis plus sur la page non plus de register. Donc ça, c'est un premier souci. Je vais dans register, login, home. Je reviens en arrière. Je peux pas. Je peux ni avancer ni reculer. Je passe pas d'une page à une autre. Donc il y a un problème lors du refresh. Il y a un problème au niveau de l'historique. J'ai pas de possibilité d'utiliser l'historique. Et puis autre chose qui est un peu embêtant, c'est que quand je clique sur une page, ok, j'ai un titre, je sais plus ou moins où je suis, mais je vois pas d'URI associé à la page. Et donc, c'est perturbant. Du coup, voilà, il y a des choses à améliorer dans notre application web. Même si ça commence à avoir quand même de la gueule et que ça fait pas mal de choses, il y a toute cette notion de routeur et des fonctionnalités associées qui nous manquent. Et encore autre petit pépin, quand on clique sur un lien, à chaque fois, on a un rechargement de la page. Si on voit dans Network ici, ça bouge. Et donc ça, c'est vraiment pas bon non plus. Et ça, on pourrait très facilement enlever ce problème en mettant un e.prevent_default qu'on a déjà vu ici pour éviter le comportement par défaut d'un hyperlinked. Mais comme on va mettre en place un routeur, maintenant, on n'aura plus besoin tellement de mettre à jour ce code-ci. On va passer à quelque chose de nouveau. Pour résumer pourquoi on doit passer vers quelque chose de nouveau, principalement le fait que lorsqu'on fait un refresh, on n'est pas sur la page sur laquelle on était en dernier lieu. On ne peut pas utiliser l'historique du browser et faire retourner en arrière ou revenir en avant. Et puis, on n'a pas d'URL associé à chaque écran. On va voir donc maintenant comment utiliser le routeur qui vous est offert dans le cadre du boilerplate du cours. Alors, la création du routeur, elle est expliquée dans un tutoriel par écrit dans les supports du cours. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le lire, c'est intéressant, ça prend du temps, mais ça vous permettra d'avoir vraiment tous les concepts très clairs. On va essayer de résumer ces concepts une fois que on va simplement appliquer ce routeur. Je vais expliquer les choses importantes. Néanmoins, je vous montre où l'info se trouve. Dans la partie 2 du cours, dans le routage des écrans, sur la mise en place du routeur, eh bien, vous allez avoir tout un tutoriel qui explique comment on construit le routeur pas à pas, en sachant comment est-ce qu'on a mis en place la gestion des clics sur la navbar, ensuite comment est-ce que on a mis en place la gestion du refresh. Ah non, d'abord c'est l'historique, la gestion de pouvoir utiliser l'historique du browser. Voilà, tout ça est expliqué là-dedans. Pour ce cours, on vous demande de comprendre les concepts associés. Donc, c'est pas grave si vous ne savez pas créer le routeur, mais vous devez pouvoir comprendre ce qui est associé à ce routeur. Et donc, c'est pour ça qu'en allant voir le boilerplate, c'est possible de comprendre juste comme ça. Et donc, le boilerplate, ici, on a l'URL.
ce boilerplate contient toutes les explications pour pouvoir l'utiliser, savoir comment cloner, installer les packages. Bon, ça commence normalement à devenir une habitude pour vous, hein, le fameux npm i, npm start. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours lire le README du boilerplate. Alors, on va ici copier l'URL pour cloner. Moi, je vais vouloir créer un nouveau projet au niveau de ce dossier-là. Et donc, je fais git clone l'URL et je vais appeler le projet routeur. Voilà. Pour rappel, évitez les guides dans le guide. Donc, bien aller effacer donc, le point git. Je vous le montre pas hein, cette fois, mais vous pouvez me faire confiance que je le fais. Installation, npm i, des packages. npm start pour exécuter le projet. Et voilà que le boilerplate du cours nous offre déjà une homepage avec un lien vers une nouvelle page et d'ailleurs un bouton qui permet de nous ramener à la homepage. Et donc on voit qu'il y a aussi une fonction de redirection vers une page. On voit qu'ici, quand on est sur New, c'est la racine du site. Quand on est sur Home, pardon, on est à la racine. Quand on est sur New Page, on voit qu'ici, il y a bien une URL qui vient se mettre. Si je fais un refresh, je refresh bien et je reste sur la bonne page et je peux revenir en arrière et passer en avant. Donc, il y a un peu toutes les fonctionnalités qu'on s'attend d'un routeur. Alors, on va découvrir un peu ce qu'il y a dans ce projet de base. Dans Component, il y a les pages avec la homepage qui est très simple hein, et une nouvelle page qui là est une page dans laquelle il y a un bouton et on fait appel à la fonction navigate qui est offerte par le boilerplate qui permet en mettant l'URL ici apparemment d'afficher une page qu'on souhaiterait. Alors on va essayer de comprendre un peu ce que c'est ici. Mais avant de voir le détail de Navigate, il y a déjà la gestion des clics pour l'affichage des pages qui est quand même la base de la base, le chargement. Et donc, on va d'abord voir ces fonctionnalités de manière prioritaire. On voit qu'il y a un routeur qui est apparu. Et donc, ce routeur, on a le Navigate pour la fonction qu'on va regarder par la suite, et puis routeur. Alors, le routeur, c'est intéressant ici parce que il fait quoi? Il a une fonction qui permet de gérer les clics sur la navbar, une fonction qui permet de gérer lorsqu'il y a un chargement du front-end, lorsqu'on fait un refresh ou la toute première fois qu'on ouvre l'application. Puis, il y a une fonction qui permet de gérer l'historique lorsqu'on clique donc sur la flèche à gauche ou droite. Donc là, il y a des fonctions. Et puis, on voit alors la gestion des clics. On voit qu'il vient chercher tous les hyperlinks, comme on l'a vu précédemment. Et puis, sur chaque hyperlink, il vient mettre un écouteur de clics. Il récupère ici dataset URI. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, c'est un data attribute. Qu'est-ce qu'un data attribute? Eh bien, ça veut dire qu'on a caché de l'info dans la navbar ici. Alors, la navbar est là. Comment est-ce qu'on a caché de l'info? La navbar, donc ça c'est le composant Bootstrap. On a été mettre ici un data-URI. Et ça, c'est un data attribute. C'est data- et le nom de l'attribut qu'on crée. Et on cache de l'info. Ce qui veut dire que maintenant, pour afficher une page, on va plus utiliser le inner HTML parce que c'est très limitant. Mais on va cacher de l'info et on va mettre une URI qu'on veut associer à la home page ou à la new page. Et donc, ça veut dire que il faut qu'il y ait un endroit où on va lier ces URI
à chacune des pages. Juste avant de voir ça, on va faire un petit rappel des data attributes. On a donc caché dans l'HTML à l'aide de data- et on a mis le nom de l'attribut URI. Et quand on accède en JavaScript, on prend une référence à l'élément HTML, on met dataset et on écrit le nom de l'attribut. Alors, parfois, si en HTML, le nom de l'attribut a un tiret, comme la project-number, eh bien, en JS, on va y accéder en passant en camel case. Et donc, minuscule et là, majuscule. Ça, c'est le switch du monde HTML vers le monde JavaScript. Et donc, voilà, on peut créer autant de data attributs qu'on veut. C'est très, très utile pour cacher de l'info dans nos éléments HTML et rendre, du coup, dynamique nos pages et l'expérience des utilisateurs. OK, donc on cache la clé associée à chacune des pages, l'URI associée à chacune des pages dans le navbar. Donc, ça veut dire qu'il faudra rajouter autant de liens qu'on a de pages dans notre application dans le composant navbar. Et puis, il faut définir à un endroit bien particulier les routes. Et donc, ça, c'est le rôle de ce module où on va avoir une sorte de dictionnaire, clé-valeur, qui en fait, c'est un objet avec ici l'URI sous forme de clé, de string. Et puis ici, comme valeur, on lui passe la fonction associée à la page. Et donc new, on lui passe new page ici. On met pas les parenthèses, c'est pas l'appel de la fonction, on lui donne la définition de la fonction. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que dans notre routeur, et là, c'est juste pour que vous compreniez pourquoi vous devez venir configurer ici et rajouter une clé, par exemple /login pour la login page, parce que dans le routeur, lorsqu'on clique, je vais agrandir ça, eh bien, on vient récupérer l'élément sur lequel on a cliqué à l'aide de e.target. On vient récupérer la valeur de l'attribut cache, le data attribute URI, slash ou /new, /login, etc. Et puis, on vient aller dans le root ici, chercher la valeur associée à cette URI. Parce que root entre crochets URI, ça c'est la même chose que d'écrire par exemple routes. New par exemple. Et donc la façon d'accéder à root.new, on peut soit le faire comme ça, soit root entre crochets /new. Ça c'est pour accéder à l'élément au sein qui a la clé /new. Et on veut récupérer la valeur. Quelle est la valeur ici? Si c'était /new sur lequel on a cliqué, eh bien, ça serait new page, la fonction. Et donc, quand on revient ici au niveau du routeur, lorsque on a cliqué, on récupère donc la clé. La clé nous donne normalement la fonction associée à la page. Et là, component to render, ça va être new page ou home page. Et donc, il nous reste juste à appeler cette page. Et donc, quand on appelle component to render ici, eh bien, c'est la fonction qui a été liée dans le fichier routes.js. Alors, on a vu comment gérer les clics pour afficher la bonne page. Maintenant, pour l'historique, quand on clique ici, comment est-ce qu'on récupère la bonne URL et qu'on affiche la bonne page? Eh bien, on va venir chercher cet élément-là dans l'URL du browser. Et ça, c'est la fonction onHistoryChange, dans laquelle on vient rajouter un écouteur d'événements de
tous les événements de type pop state. Pop state, c'est un événement qui se produit lorsqu'on clique donc sur la flèche du browser, à gauche ou à droite. On vient chercher dans le browser l'URI, windows.location.pathname. Voilà, si je suis dans la page new et que je fais Windows Location Pathname, c'est bien /new. Ensuite, root, ici, qu'est-ce que c'est? Root, c'est toujours ce dictionnaire clé-valeur et /new, la valeur de roots, c'est ça, c'est new page. Et donc, quand on écrit ça, on renvoie ici la fonction new page. Et donc, on appelle ici la bonne fonction. Voilà comment fonctionne le code pour l'historique. Pour le chargement, c'est la même chose. On met un écouteur d'événements sur la fenêtre globalement pour écouter l'événement de chargement de la page. On vient prendre dans l'URL du browser le pathname. Si par exemple c'est la racine du site, ce sera /. Et donc on ira voir dans le dictionnaire pour / quelle est la fonction associée. Ce sera homepage. Et donc on appellera la fonction de la homepage. Et encore un élément à comprendre dans notre routeur, c'est comment est-ce qu'on peut naviguer d'une page vers une autre par l'appel d'une fonction. Là, le routeur met à disposition la fonction navigate. Et cette fonction attend une URL ici. Ça va être la clé en fait qui est attendue et qui est définie pour une page dans le routes.js qu'on doit passer ici sous forme de string. On va vérifier qu'on veut bien passer d'une URL à une nouvelle URL ou URI. Si c'est la même URL et qu'on veut naviguer de la page sur laquelle on est vers la même page, on fait rien. Et si c'est bien une page différente, on va simuler comme s'il y avait un pop state qui était fait. Le push state, c'est pour simuler un pop state. Et du coup, comme on simule un pop state ici, on met l'URL vers laquelle on veut voyager dans l'historique du browser et puis on simule un pop state event, comme si on avait cliqué sur une des flèches. Comme ça, le browser, lui, il va aller vers cette URL-là, le tout qu'on aura reçu en paramètre de la fonction navigate. Et donc, cette fonction-là va générer un pop state event. Et du coup, on va revenir dans la gestion du routeur pour gérer cet événement et on va en fait afficher ce qui aura été demandé comme composant. Et donc, c'est pour ça que ici, on peut appeler dans la new page la fonction navigate, on lui passe la clé ici, c'est /. Donc ça, c'est la clé qui correspond à homepage. Et donc, il va bien afficher la homepage. Donc, si vous devez appliquer ce boilerplate à votre application, qu'est-ce qui est important de retenir? D'abord, cloner le boilerplate, rajouter vos pages dans ce chemin-ci. Faites le lien entre vos nouvelles pages et des clés sous forme d'URI dans route.js. Faites le lien entre ces clés dans des nav items, donc des liens de navigation, à l'aide de data attributes URI dans lequel vous allez mettre les clés que vous avez définies dans vos routes, cachées au sein de chaque lien. Et le tour sera joué. Si on reprend le site de notre pizzeria, alors on va pas faire pas à pas l'adaptation au boilerplate du cours et l'utilisation du routeur, mais on va juste regarder le résultat pour s'assurer des étapes importantes. Ici, on a dans Component
toutes les nouvelles pages, login page, register page, home page. On a dans notre routeur défini toutes les routes, clés, valeurs. Alors, on voit qu'ici, c'est vraiment le fruit du tutoriel. Ça, dans le boilerplate du cours, on l'a exporté dans un fichier, un module route.js. Je vais vite faire le changement pour que ça soit moins perturbant. Et donc voilà, pour se rapprocher de quand on utilise le boilerplate, on a l'import des routes ici dans router.js. Donc, il n'y a rien à faire dans router.js, juste dans route.js, dans lequel on va mettre pour chacune des URI un lien vers la fonction associée. Voilà, c'est ce qui est fait là. Et puis, reste à gérer au niveau de la navbar l'ajout de liens pour chacune des pages. Et donc ici, on voit qu'on a bien / pour la homepage. On a un data attribute URI pour / login pour la login page et / register. Pas oublier de faire ça parce que c'est grâce à ça que la clé va être retrouvée et que la bonne fonction va pouvoir être appelée pour afficher la page nécessaire. On va démarrer l'application pour voir si tout est fonctionnel. On voit que on peut changer de page. On a bien ici l'URL qui s'affiche. On peut faire un refresh. On reste sur la bonne page. On peut revenir en arrière, partir en avant. Donc, on a réellement toutes les fonctionnalités souhaitées. Notre page ici commence à devenir proche de ce qu'on attendrait pour ce genre de site. Voilà, donc une petite chose intéressante, c'est que index.js maintenant, il appelle le routeur. Il appelle plus la homepage, parce que la homepage est chargée automatiquement via l'event qui est géré ici, le onFrontEndLoad. Eh bien, si dans l'URL il n'y a rien, que c'est juste le / la base du site, eh bien, automatiquement, il va appeler ce qui correspond à la clé / la homepage. Voilà, vous avez reçu donc toutes les explications sur l'implémentation des fonctions du routeur. Vous savez maintenant où regarder, où c'est important pour pouvoir utiliser un routeur qui vous est offert. Le fait de savoir écrire le code, c'est pas nécessaire. Très souvent, lorsque vous utiliserez plus tard des frameworks, les routeurs vous seront donnés, mais ce sera le même genre de fonctionnement qu'avec ce boilerplate. Il y aura donc une façon de gérer l'affichage lorsqu'on clique sur la navbar, une façon de gérer le bon composant au chargement de l'application, et puis une gestion de l'historique, et finalement une redirection vers une URI ou une URL qui est associée à une page. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À tout bientôt.